coup d'avoir d'office coupé vos vidéos pour qu'on n'ait pas de soucis de réseau. Et merci à ceux qui ont encore leur micro ouvert de bien vouloir les couper pour qu'on évite les bruits diffus. On va avoir ce webinaire en 3 temps. Un temps de sensibilisation sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la biodiversité et la terre en partage. Et je vais démarrer cette partie. Du coup, comme vous voyez, je suis accompagnée de Johan qui interviendra sur la deuxième partie sur qu'est-ce que fait la Fondation sur ce sujet de biodiversité. Et après, je vous propose qu'on ait un temps du dernier quart d'heure sur des questions, réponses, précisions, soit que vous pouvez poser au fil de l'eau dans le chat, soit que vous pouvez poser en direct à la fin de la première demi-heure. Donc, sur la biodiversité, donc, ces webinaires nous permettent effectivement d'éclairer certains sujets. La biodiversité est un sujet dont on parle beaucoup, qu'on entend de plus en plus, néanmoins sur lequel on peut se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire. Et donc la biodiversité, pour être générique, c'est l'ensemble des formes de vie sur Terre, que ce soit les animaux, les végétaux, les champignons et autres formes de vie. Et l'ensemble de ces espèces, qu'elles soient animales, végétales, ont de nombreux liens entre elles et forment ce qu'on appelle les écosystèmes. Donc la biodiversité, c'est tant les différentes formes de vie que les écosystèmes qu'elle crée. Les écosystèmes, c'est des liens, par exemple, sur le sujet de la prédation entre celui qui mange et celui qui est mangé, les systèmes de reproduction, les sujets de chaîne alimentaire. Aujourd'hui, au niveau mondial, on a pratiquement 2 millions d'espèces qui sont connues à ce jour, dont 300 000 dans les océans. Et il faut avoir en tête que progressivement, on verra, il y a les phénomènes de disparition, mais il y a les phénomènes aussi d'identification, puisqu'on identifie régulièrement des nouvelles espèces. 10% de la biodiversité est présente en France. Ça représente environ 200 000 espèces qui sont répertoriées. Ceci nous engage à avoir une certaine responsabilité sur ces sujets de biodiversité. Après, on peut se poser la question, mais en fait, on parle de la biodiversité parce que c'est important, mais du coup, quelle est l'importance pour l'homme et pour le vivant humain? Alors, l'importance, c'est que la biodiversité, donc toutes les espèces qui le composent, fournissent des services à l'homme et des services qu'on appelle des services directs et gratuits. On peut parler de la pollinisation des plantes, on peut parler du rôle des espèces sur la purification de l'air grâce à la photosynthèse, on peut parler des algues qui permettent de faire de l'épuration des eaux, on peut parler des racines des arbres qui permettent de maintenir les sols. On parle bien sûr de l'alimentation, puisque l'alimentation vient directement de ces sujets de biodiversité, mais aussi de puits carbone. Dans le précédent webinaire, on avait parlé des problématiques de réchauffement climatique liées à l'émission importante de carbone, notamment de CO2. À noter qu'un arbre capte en moyenne 20 à 35 kg de CO2 par an, d'où l'importance de la végétalisation pour capter ce CO2. Et un autre chiffre sur l'alimentation, à noter qu'il y a 72% des espèces qu'on cultive pour nous permettre de nous nourrir qui présentent une dépendance plus ou moins forte, mais dans tous les cas, il y a une dépendance avec les insectes pollinisateurs, d'où l'importance de ces sujets. La biodiversité a un atout qui est fabuleux, c'est l'autorégulation. Les réseaux entre les différentes espèces sont complexes, mais ils ont le côté positif d'être résilients parce qu'ils reposent normalement sur des équilibres qui s'autorégulent. C'est par exemple la relation entre la proie et le prédateur qui permettent effectivement de réguler le lien animal. Malheureusement, on fait face, et c'est aussi pour cette raison que ce sujet est de plus en plus évoqué, on fait face à une diminution de la biodiversité. Donc, sans rentrer dans tous les sujets, on vous a affiché quelques pourcentages de menaces sur des espèces, amphibiens, mammifères, etc.
Il y a clairement un sujet sur les oiseaux, puisqu'il y a aujourd'hui à peu près le tiers des oiseaux des milieux agricoles qui ont disparu en 20 ans. Et je vous ai aussi marqué en clin d'œil le syndrome du pare-brise pour les plus anciens, les plus âgés d'entre nous, où il fut un temps où quand on démarrait une voiture, sur les pare-brises, on avait plein d'insectes et il fallait qu'on lave nos pare-brises pour rouler et qu'aujourd'hui, en fait, quand on se lève le matin, on n'a plus aucun insecte qui montre effectivement la diminution des pare-brises. C'est un clin d'œil, mais c'est une réalité. Et l'autre chose qui est loin de chez nous, mais qui est illustrative, il y a 73% des vertébrés sauvages qui ont disparu depuis 70. Donc en fait, le système, il est résilient, sauf qu'il est effectivement déséquilibré par cette diminution, avec plusieurs facteurs des causes de sa fragilité. On a des fragilités liées à l'exploitation qu'on fait de la biodiversité pour se nourrir, la pêche, l'agriculture, la chasse. L'artificialisation des sols, parce que effectivement, qui dit artificialisation dit souvent diminution des espaces naturels, et donc c'est une cause de la fragilité. Les pesticides, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Les sujets de déforestation ou d'augmentation des températures, de sécheresse et d'incendie, malheureusement, qu'ont connu de nombreux territoires sur les dernières années. Sur ces sujets-là, on se rend compte que le déséquilibre, si je revenais au sujet de la prédation, ce déséquilibre, il a un effet direct. Imaginez effectivement qu'un prédateur mange l'ensemble des espèces qu'il a l'habitude de manger ou que les espèces qu'il a l'habitude de manger disparaissent complètement, bah, ce prédateur, à son tour, viendrait à disparaître et modifie complètement la chaîne alimentaire. Et c'est de là qu'on voit effectivement des espèces disparaître. Sur les effets aussi induits, sur par exemple les impacts de la sécheresse et des incendies, on laisse la place vide. On sait que la nature a horreur du vide, donc elle peut repousser parce qu'effectivement, on a vu précédemment qu'elle était résiliente, mais peuvent se développer aussi ce qu'on appelle des espèces invasives. Et c'est aujourd'hui un véritable sujet, une véritable cause, que ce soit les espèces animales ou les espèces végétales, où on voit arriver effectivement des espèces qui elles-mêmes fragilisent l'ensemble de la biodiversité qui n'a pas été habituée à ces espèces. On peut citer le frelon asiatique ou on peut citer d'autres espèces qu'on trouve d'ailleurs sur les espaces verts que les équipes ont à entretenir. Après on va dire ce constat qui peut être un constat négatif, il y a un véritable message qu'il faut retenir, c'est que la nature cicatrise erronée, puisque on dit effectivement qu'elle se régénère. C'est un terme que vous avez déjà entendu parler, notamment dans le cadre de la feuille de route de la Fondation, où on dit que la feuille de route en transition écologique doit être à visée régénérative, c'est-à-dire qu'on doit viser la création et du positif au-delà de diminuer notre impact. Donc avant que Johan rentre dans des exemples précis sur ce que fait la Fondation, je souhaitais voilà, vous donner quelques sujets, quelques objectifs sur lesquels on peut effectivement être acteurs tous dans la régénération, déjà en atténuant notre impact. Atténuer, c'est par exemple dans vos jardins respectifs, c'est jardiner plus vert. Jardiner plus vert, c'est utiliser moins ou pas de produits phytosanitaires, c'est choisir des espèces qui permettent effectivement une biodiversité plus intense et plus nourrie. Le deuxième objectif, c'est mieux consommer. Aujourd'hui, on sait qu'en consommant local et de saison, on est moins à l'encontre de la régénération de la biodiversité. Le troisième objectif, c'est préserver les espèces,
Préserver les espèces, ça peut être de l'artificialisation, mais aussi préserver les espèces des prédateurs ou leur permettre effectivement de se développer. C'est notamment le sujet des abris à insectes qui sont aujourd'hui déployés assez facilement et c'est des choses qu'on peut faire chacun près de chez soi avec ses enfants ou autres activités. Le quatrième objectif, c'est comment on peut restaurer les variétés. Et donc, on peut restaurer en choisissant, par exemple, quand on décide d'aménager son jardin ou qu'on choisit des espèces naturelles, de choisir des essences locales qui peuvent effectivement sur les territoires être fragilisées. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a pas mal de sites sur quelles sont les espèces et les essences qui sont en fragilité. Et donc, ça, auprès de pépiniéristes, on peut trouver beaucoup d'exemples sur le fait de plutôt choisir des essences locales plutôt que d'importer des essences nouvelles qui vont finalement, elles, provoquer les espèces invasives. Et enfin, moi, je terminerai cette partie en capitalisant sur cette question de régénérer, sur le tout simplement le fait de s'émerveiller. Et je finirai par un dessin qu'une archi a rapidement fait l'autre jour quand on parlait de ces sujets. Aujourd'hui, on a plutôt la position en tant qu'humain vivant. Et je rappelle que le vivant humain fait partie du tout et du vivant animal et du vivant végétal, mais l'homme est souvent à une grandeur plus importante par rapport à la biodiversité, et du coup, sa vision fait qu'il ne voit rien. Et que quelquefois, il suffit de prendre le temps de se mettre à la hauteur d'eux, de changer nos lunettes et finalement d'aller dehors et de se dire, ah ben oui, effectivement, ça fait de nombreuses fois que je passe à cet endroit et en changeant nos lunettes, on est surpris parce qu'on voit la végétation différente, on est émerveillé. Et c'est souvent parce qu'on est émerveillé qu'on se dit qu'effectivement, toute cette merveille autour de nous nécessite qu'on la protège et qu'on devient tous acteurs dans la protection de la biodiversité. Donc, je vais rapidement, je vais passer la parole à Johan pour que, à son tour, il vous donne des exemples sur ce que fait la Fondation sur ces questions de biodiversité. Le fait aussi, donc c'est des choses qui sont faites depuis pas mal d'années. Vous savez que les équipes Espace Vert ont été rattachées à la direction transition écologique, notamment pour qu'on puisse encore plus affirmer le rôle des espaces verts de la Fondation comme des lieux de ressources et de régénération de la biodiversité. Je te laisse poursuivre. Yes. Bonjour à tous. Du coup, nous, on va faire le tour un petit peu des actions qu'on a pu mener avec l'équipe sur nos différents sites. Donc, je disais concentré en 6 points. On a une partie qui concerne un peu les espaces type prairie, donc tonte différée, prairie fleurie, jachère, les techniques de tonte qui sont associées à ces zones-là, la taille raisonnée, le principe du zéro phyto, les espaces conservatoires et création et préservation d'habitats. Hop, pardon. Hop, voilà. Du coup, la gestion différée, je l'ai intitulé Des fleurs, des refuges et du temps en plus et du CO2 en moins, parce que si on résume, c'est un petit peu ça. Je le différencie, on va dire, en 3 points. Il y a la tonte différée, c'est vraiment l'action de tondre moins souvent, on va dire plutôt que de tondre toutes les semaines, plutôt 2, 3, voire 4 semaines, de tondre éventuellement un petit peu plus haut. La jachère, c'est vraiment créer une zone dédiée qu'on va laisser la nature reprendre ses droits dans cette zone-là, avec éventuellement une fauche tardive en fin d'année, vers septembre, octobre. Et la prairie fleurie, c'est vraiment une zone qu'on crée pour le coup, où on va semer des petites herbacées fleuries qui vont venir amener un peu plus de richesse au niveau de la biodiversité, créer des zones un peu plus mellifères. Du coup, pourquoi on fait ça? Parce que déjà, en tant que jardinier, c'est un gain de temps. Ça fait quand même pas mal de zones de tonte de moins. Ce temps, on peut le consacrer à d'autres actions, comme le désherbage manuel, etc. Ça fait moins de CO2 parce que la tondeuse tourne moins.
Forcément, du coup, on pollue un petit peu moins à ce niveau-là. Et bien sûr, ça favorise la biodiversité. Ça crée des espaces, des habitats naturels. Ça permet aux plantes d'effectuer leur cycle en intégralité. Et ça permet du coup d'augmenter le nombre d'insectes, de petits mammifères. Et aussi au niveau des plantes, du coup, plus on laisse, il y a des plantes qui tolèrent très mal la tonte. Du coup, ces plantes-là, elles peuvent revenir dans nos prairies, alors elles y ont quasiment disparu dans pas mal d'endroits. Aujourd'hui, sur la fondation, on est à peu près à 12 500 mètres carrés d'espace consacré, soit tonte différée, prairies fleuries, jachères, répartis sur plusieurs sites. Euh, c'est en nette augmentation parce qu'en 2024, on était seulement à 2500 mètres carrés, donc on a fait une augmentation de 10 000 mètres carrés. Ces zones, elles sont choisies en général en lien un peu avec les directeurs de site et les usagers. On essaie de sélectionner des zones qui sont loin des espaces qui sont utilisés. On va dire qu'on fonctionne en termes d'usage. On se dit quelle zone pour quel usage. Et les zones qui n'ont pas d'usage, plutôt que de laisser un grand espace herbeux tondu alors qu'il ne sert pas à grand-chose, on préfère le dédier à la biodiversité. Et depuis qu'on fait ça, on a pu noter, nous, dans nos passages, une nette augmentation du nombre d'insectes et de plantes sauvages dans ces espaces-là. On voit bien notamment des sauterelles, des papillons, des mulots. Il y a aussi quelques reptiles. Voilà. Et du coup, ensuite, pour la technique de tonte, pour préserver le vivant, parce que ces espaces, même ceux qu'on tond régulièrement, on peut aussi, malgré la tonte, aider un petit peu la biodiversité. Alors la tonte, surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est tondre en rond pour faire des cercles concentriques, parce que du coup, toute la faune va fuir et se concentrer au centre, et à la fin, on passe dessus. Et donc on détruit tout leur habitat, ils se retrouvent en plein milieu d'une zone déserte, à la merci de tous les prédateurs, et en plus, en tondant, on risque aussi d'en tuer pas mal. Donc l'idée, c'est de commencer par le milieu, de partir à droite ou à gauche, en ligne droite, de façon à les pousser vers l'extérieur. On essaiera de les pousser idéalement vers une zone refuge qu'on aura dédiée préalablement. Donc ça peut être une jachère, ça peut être une zone forestière, ou alors ça peut être une zone X, mais dans laquelle on ne va pas intervenir. On peut ensuite aussi régler la fréquence et la hauteur des coupes. Donc ça rejoint ce qu'on disait plutôt sur la tonte différée. Donc, si possible, espacer au maximum les tontes, pas toujours évident en fonction du type de machine qu'on peut avoir, et, euh, et de régler la hauteur de la tonte. La hauteur, ça va être vachement utile, hein. Seulement, si on tombe, on va dire, à peu près 10 cm, ça se voit pas énormément au niveau esthétique, et pourtant, on permet de préserver énormément de petites fleurs et d'insectes, et aussi de petits mammifères, tout en permettant du coup à certaines espèces aussi de plantes d'effectuer leur cycle en intégralité. Et le deuxième effet qui se coule, c'est de permettre de conserver une certaine humidité au niveau du sol, ce qui limite aussi l'assèchement des sols et le jaunissement de la pelouse. Ensuite, la taille raisonnée, c'est un principe qui vient de plus en plus dans nos métiers, qui n'était pas spécialement utilisé auparavant. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui illustre un peu. Donc, ça, c'est sur un arbre, mais c'est vrai aussi pour les arbustes. À droite, vous avez l'exemple d'une taille sévère et pardon, à gauche, une taille sévère et à droite, une taille raisonnée. Donc, une taille sévère, c'est ce qu'on voit malheureusement la plupart du temps quand il y a des élagages. Parfois, c'est justifié parce que ça peut être, oui, il y a besoin de beaucoup rabattre pour des questions de sécurité ou de gêne, mais c'est un petit peu trop généralisé. Et malheureusement, ça va créer pas mal de fragilité au niveau de l'arbre. Il va y avoir beaucoup de mal à cicatriser, à repousser, ce qui risque d'entraîner des risques d'infection, de champignons, tout en réduisant le système racinaire. Alors qu'à côté, on peut avoir une taille raisonnée, donc c'est une taille qui est plutôt douce. On va plutôt chercher à éliminer uniquement le bois mort, les branches qui partent trop vers l'intérieur. Va vraiment aller sur le strict minimum, tout en conservant le port général de l'arbre. Et c'est là où c'est vraiment utile de bien choisir son végétal, hein, au départ, avant de le planter. Ce qu'on voit souvent, moi, dans les conseils qu'on me demande, je constate souvent que, en fait, le problème, il vient du choix du végétal. C'est pas le bon végétal, il est soit trop gros dans son port naturel, soit il est situé au mauvais endroit. Ce qui fait qu'on est contraint
beaucoup le tailler de façon assez sévère parce que sinon il déborde de partout. Donc là, l'idée, c'est vraiment de bien choisir le végétal adapté, donc le type de sol, l'exposition, la taille qu'il fait, prendre en compte son cycle de vie, bien tailler hors gel et hors sécheresse, et en dehors des périodes de nidification. Les périodes de nidification, vous pouvez les retrouver sur la LPO, elles peuvent varier d'une année sur l'autre. Là, pour cette année, c'est du 16 mars au 31 août. Et du coup, comme on l'a dit plus tôt, on va privilégier les tailles plutôt douces, on va pas trop leur rentrer dedans et éliminer principalement le bois mort. Sur la fondation, depuis que je suis là, donc bientôt 12 ans, on a toujours été en zéro phyto. Je pense que c'était déjà le cas un petit peu avant, alors peut-être pas depuis toujours. Euh, du coup, on n'utilise aucun produit phytosanitaire, malgré que la surface à désherber non végétalisée, donc plutôt les chemins, les terrasses, ça constitue à peu près 3000 m² à l'heure actuelle sur la fondation. Donc on essaye de le faire de façon manuelle, mais pour quand même gagner du temps, parce que c'est extrêmement long, on a créé un petit désherbant maison à base de vinaigre. Le vinaigre, c'est pas le plus idéal, mais c'est quand même largement moins polluant que du Roundup ou que même l'utilisation de gros sel qu'on a pas mal utilisé dans le passé. Le vinaigre, ça se lessive plutôt bien avec les pluies, ce qui permet de ne pas polluer le sol de façon longue, contrairement au sel qui, lui, va rester quand même assez longtemps, peut polluer les nappes et changer le pH du sol. Donc, dans l'idéal, on privilégiera le désherbage manuel, de l'eau chaude. Ça remettre de grand-mère, mais ça marche bien. Et de plus en plus, maintenant, on commence à trouver des machines qui fonctionnent à la vapeur, voire par impulsion électrique. Ensuite, sur la fondation, principalement sur le domaine pour l'instant, on a essayé de créer des espaces conservatoires. Alors, l'espace conservatoire, c'est un espace où on va essayer de sauvegarder des espèces rares ou remarquables. En général, c'est plutôt des espèces assez anciennes et locales. Des espèces du coup qu'on trouve quasiment plus dans le commerce, qui sont très peu utilisées. Sur le domaine Saint-Clair, on a le verger qui se veut conservatoire, pour sa grande majorité. On a à peu près 80 arbres, plusieurs groupes de noisetiers et des groupes de baies, type cassis, framboise, aubépine, etc. On a aussi un carré aromatique de 100 m², une moitié annuelle, une moitié vivace, et qu'on travaille en collaboration avec Régal, parce qu'ils s'en servent aussi pour les séminaires, les différents événementiels qu'on peut retrouver sur la fondation. Euh, En parallèle de ça, on essaie de créer des espaces de préservation, mais aussi de préserver les espaces existants, là où c'est possible, sur l'ensemble des sites. Donc ça peut être des choses assez simples, hein, comme conserver une souche suite à l'abattage d'un arbre, plutôt que de la rogner, de la supprimer. Quand on fait de l'abattage, on essaye, quand c'est possible, de laisser un totem. Donc c'est un bout de tronc qu'on va laisser tel quel, qui va du coup servir aux champignons et à différents insectes. Le bois mort qu'on peut laisser au sol, donc ça c'est plutôt en général dans les zones forestières. On va créer des tas de branches, des tas de bûches qui eux vont servir d'abri pour pas mal de petits mammifères et de reptiles. On peut créer aussi des zones refuges. Alors une zone refuge, c'est une zone globalement où on n'intervient pas ou très très peu. Sur le domaine, on en a une dans le parc, un petit peu derrière la chapelle, où on a un bosquet avec plusieurs arbres, quelques arbustes et des plantes sauvages qui commencent à revenir progressivement. Ensuite, on peut aussi, on a installé des nichoirs. Donc là, pareil encore, c'est plutôt sur le domaine, mais on vise à l'étendre à l'ensemble de la fondation. Euh, donc des nichoirs, et on peut aussi viser les espèces d'oiseaux qu'on veut cibler. Donc nous, sur le domaine, par exemple, on est un petit peu victime de la chenille processionnaire. Alors on a visé principalement des mésanges. On a aussi quelques nichoirs à chauves-souris, là où c'est possible. Donc pareil, c'est des habitats assez différents, mais pour trouver énormément d'informations sur le site de la LPO, qui vend tout type de nichoirs en kit, très facile à monter. Ensuite, on a aussi quelques hôtels à insectes. Au-delà de la vertu d'hôtel, qui a un petit peu décrié ces derniers temps, on trouve aussi une grosse vertu pédagogique qu'on a utilisée du coup dans certains séminaires qu'on a organisés sur le domaine. On peut retrouver pourquoi on met tel insecte à tel endroit, à quoi ils servent, de quoi ils se nourrissent, comment ils se reproduisent. On essaye de préserver aussi nos mares. Sur le domaine, on en a trois, deux mares forestières, une mare qui est à l'entrée du domaine, près de l'allée des Platanes, où on n'intervient quasiment pas.
Elles ont été légèrement restaurées cette année, mais c'est vraiment très très limité. Parce que dans ces mares-là, on a quand même beaucoup de vivants, et notamment quelques espèces protégées qui ont été recensées par la LPO, comme des tritons ou des salamandres. Et pareil, ensuite, sur l'espace forestier, on est sur un minimum d'intervention, c'est vraiment de la sécurisation de tout ce qui est chemin forestier. Et sinon, quand vraiment on rentrait dans la forêt, on n'intervient quasiment pas, à part si vraiment des très grands arbres qui menacent de tomber dans des zones qui sont pratiquées. Vous pouvez voir sur les différentes photos, qui sont tous prises sur le domaine pour le coup. On peut voir du coup les mares, les arbres fruitiers, la forêt, les tas de branches, etc. qu'on a pu faire, et l'intérêt des souches avec cette magnifique colonie de champignons. Voilà. Voilà l'illustration qu'on souhaitait avoir avec les actions de la Fondation. On a fini cette première partie d'explication sur la biodiversité et les exemples de la Fondation. Donc maintenant, on vous laisse effectivement nous demander déjà si ça vous a éclairé sur ces sujets de biodiversité. Et puis peut-être partager, on est ouvert à vos questions ou partager vos expériences qui, à titre personnel, vous permettent effectivement d'aller dans le sens de la biodiversité ou de témoignages à titre professionnel sur qu'est-ce que vous avez déjà fait sur les sites et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les semaines et mois à venir. Il n'y a pas de questions, sauf erreur de ma part, ou de remarques dans le chat. Donc, si vous avez des questions, on vous laisse libérer vos micros et intervenir. Le premier sera Sacha. Bonjour. Euh, on a beaucoup parlé du coup de biodiversité et les actions de la Fondation, si je comprends bien, elles se concentrent principalement à la masse, enfin au domaine Saint-Clair. Euh, Qu'est-ce qui est fait du coup pour le milieu plus urbain? Par exemple, moi je travaille au SIAO. Je sais que au SIAO, les toits sont végétalisés par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites pour aller dans le sens de cette biodiversité? Alors, je laisserai Johan préciser, notamment pour la question d'atmosphère. Peut-être pour préciser, hein, il y a effectivement des choses qui sont faites sur le domaine Saint-Clair, mais pas que, puisque les équipes Espaces Verts et moi-même, on partage que l'ensemble des espaces justement verts des sites doivent être propices à la biodiversité. Et j'ai d'ailleurs fait le tour, moi, avec Johan, de tous les sites à mon arrivée pour identifier quels étaient les lieux où on pouvait mettre en place les sujets de fauche tardive, plus plantés, moins coupés. Donc ça, c'est véritablement en projet avec tous les sites. Et moi, j'estime, et Johan partage, et les équipes aussi, que tous les sites sont propices à, même si les surfaces sont plus petites, parce qu'on peut favoriser la biodiversité avec seulement un carré potager ou une plantation de prairies fleuries. Je laisse Johan vous préciser sur la question des toitures végétalisées, qui est effectivement une très belle idée, une très belle initiative, qui est plus compliquée à entretenir et à favoriser. Et les équipes œuvrent effectivement pour qu'elles soient aussi propices à la régénération que l'architecte l'avait certainement imaginé. Mm. Je te laisse Alors c'est vrai que compléter. sur Atmosphère, c'est pas le site où on a le plus d'interventions dans ce domaine-là. Euh, mais effectivement, on a les toitures végétalisées, on a les terrasses végétalisées entre les différents bâtiments qu'on est en train de réaménager progressivement, en y incluant du coup plein d'espèces qui peuvent être propices à la biodiversité. On a retravaillé aussi certains massifs au sol. Toujours dans la même idée, on a planté de mémoire 5 ou 6 arbres, je crois, sur Atmosphère l'année dernière, dont 2, 3 arbres fruitiers, il me semble. Et puis, on essaie de soutenir au maximum toutes les initiatives sur place, qui peuvent être prises notamment pour des jardins thérapeutiques, des choses comme ça, qui peuvent être également propices à la biodiversité. C'est vrai que pour le coup, on s'adapte à chaque site dans l'usage qui en est fait.
Et notamment sur les tontes différées, par exemple, sur atmosphère, ça n'avait pas été possible parce qu'on est très embêté par l'ambroisie là-bas. Et notamment, la commune nous demande de bien tondre pour empêcher la prolifération de l'ambroisie. Mais du coup, la question de Sacha me fait rebondir. Donc, vous savez que dans le cadre de la transition écologique, on a réactivé le comité RSO qui s'appelle maintenant La Ruche, qui a des référents dans tous les cas dans la plupart des sites de la Fondation. Donc, il y a notamment Hélène et Nathalie qui sont sur le site d'Atmosphère. Voilà, donc encore une fois, le message qu'on souhaite faire passer, il y a effectivement les choses qu'on a identifiées, il y a les questionnements qui ont été faits par les responsables de site ou cadres ou autres. Mais voilà, toutes les initiatives sont les bienvenues. Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez être faites différemment, surtout, n'hésitez pas à nous interpeller. Merci Sacha, dans tous les cas, pour la question. Lorraine. Lorraine, vous avez votre micro qui est coupé. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on s'était eu par téléphone, Pascal, il y a une quinzaine de jours. En fait, là, sur la résidence accueil, donc à Maraba, et avec les lits Altes Soins Santé, surtout avec les lits Altes Soins Santé, on a un projet pour faire sortir, par contre, les résidents en dehors du site, voilà, pour les faire sortir un peu de leur environnement. Et donc là, on est en train de travailler un projet sur sur un site de l'île d'Abo, sur des jardins qui appartiennent à une association. Et donc, on va pouvoir récupérer quelques mètres carrés, là, très prochainement. On est en train de voir pour signer une convention, pour que les résidents enfin, commencent à planter des fleurs, quelques plants de tomates, etc., etc. Et on s'était posé la question avec Pascal de comment effectivement la fondation, alors c'est hors fondation pour le coup, c'est pas sur le terrain de la fondation, mais comment la fondation pouvait aider, voilà, ces quelques résidents d'Elie Altes Soins Santé pour démarrer, pour avoir des informations, peut-être des interventions ponctuelles. Alors sachant qu'on va s'appuyer sur les résidents qui ont déjà une expérience un peu dans le jardinage, horticulture, etc. On va travailler aussi à la pérédance du coup. Mais voilà, comment la Fondation, dans le cadre de ces projets, peut nous venir, peut venir voilà, en soutien. Donc ça, effectivement, merci Lorraine, parce que vous êtes plusieurs, hein. Je pense qu'il y a Delphine qui est connectée avec les appartements thérapeutiques. Donc vous êtes plusieurs établissements à avoir des partenariats ou des conventions avec des jardins solidaires ou des jardins ouvriers pour permettre effectivement à des patients aller dehors sur ces lieux. Et effectivement, on est en dehors de la fondation. Alors, aujourd'hui, on est en plus sur des jardins qui sont souvent de petite taille. Donc, pareil, hein, les espaces verts sont à disposition pour aider au choix des premières espèces, pour éventuellement intervenir auprès des résidents pour les orienter sur ces sujets-là. Voilà, donc pour moi, on est sur du hors-site, mais pour autant dans la même vocation que souhaite la Fondation sur ces questions de préservation de la biodiversité, de régénération et surtout de sensibilisation des professionnels et des résidents ou des patients. Donc d'où effectivement, Lorraine, qu'on se revoit cette semaine pour voir voilà, dans quel cadre on peut organiser ça. Et ça, je le dis pour tous les sites où il y a des partenariats dans des jardins accessibles. Merci. Est-ce que vous auriez une dernière question, une dernière contribution? Ben, écoutez, j'espère que déjà ça aura répondu à des éventuelles questions sur la biodiversité. N'hésitez pas, excusez-moi, n'hésitez pas à parler autour de vous
de ces webinaires parce que globalement, hein, souvent quand on y participe, c'est qu'on a souvent une sensibilité sur ces sujets et qu'on réagit à l'invitation en disant ça m'intéresse. Donc l'objectif avec les membres de la ruche, c'est qu'on arrive progressivement à sensibiliser le plus grand monde et par les actions au quotidien, mais aussi par ces démarches de sensibilisation de webinaires qu'on veut dématérialiser justement pour toucher le plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça a répondu à vos attentes. Voilà, si ça n'a pas complètement répondu et que vous n'avez pas osé vous exprimer, n'hésitez pas à nous faire un message a posteriori. Et du coup, il y aura un prochain webinaire en juillet, le 9 juillet. Même si moi j'ai en tête des thématiques de programmation, je suis aussi preneuse sur vos sites de suggestions pour animer des webinaires, sachant que le principe est donc de mettre en avant un sujet de la transition écologique et de l'illustrer pour montrer effectivement que la Fondation fait des choses ou va faire des choses. Des sujets, il y en a plein, hein, l'eau, les déchets, le fait de prendre soin des professionnels. Donc, n'hésitez pas si vous pensez que sur vos sites, on pourrait illustrer d'une manière pratico-pratique et concrète ce qui peut être fait en matière de transition. On vous remercie du coup pour votre présence aujourd'hui. On a bientôt atteint la fin du webinaire. Donc, merci à vous et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous, Merci, au au revoir. revoir. Merci, bonne Merci, au journée. revoir.